BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Au moment où les grandes manœuvres reprennent de plus belle sur le très concurrentiel marché des lignes aériennes transatlantiques, avec l'annonce cette semaine de l'alliance entre Delta et Virgin Atlantic, comment ça se passe pour les plus petites compagnies? David Zara, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le cofondateur de Tradewind Aviation. Vous êtes spécialisé notamment dans les vols à la demande. Vous avez démarré votre aventure il y a une dizaine d'années. C'était 2 pilotes, un avion. Aujourd'hui, vous êtes à plus de 70 personnes, une quinzaine d'avions, une très belle aventure. On va revenir sur votre business en particulier en quelques instants. J'aimerais avoir quand même votre opinion en tant que spécialiste du secteur sur ce qui se passe en ce moment. Une industrie en plein bouleversement. On a eu donc cette annonce entre Delta et Virgin Atlantic. Est-ce que c'est nécessaire pour les sociétés de passer par des alliances ou des acquisitions pour résister dans ce secteur qui est de plus en plus concurrentiel? Mais déjà, je trouve que alliance et acquisition, c'est différent. Personnellement, je suis pour la croissance organique. Je trouve que quand on fait des acquisitions sur d'autres boîtes, et surtout de tous les problèmes qui vont avec, c'est un business c'est une affaire qui est très syndicalisée, donc ça cause des problèmes pour l'intégration des pilotes, etc. C'est pas difficile. Je suis plutôt pour la croissance organique. Si on regarde un petit peu comme les deals, on a beaucoup parlé également d'American Airlines, US Airways. C'est une opération, un rapprochement qui est inévitable selon vous? Ils ont peut-être pas le choix. Parce que American Airlines était en dépôt de bilan, en banqueroute, je crois qu'ils n'auront probablement pas le choix. Ceci dit, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement une très bonne idée, ni pour les employés, ni pour la société, ni pour les passagers. Et comment vous voyez justement l'avenir de cette industrie aérienne? Difficile, parce que le public s'attend à des prix de plus en plus bas. Quand les coûts ne font qu'augmenter, inclut le carburant, qui est quand même une des choses les plus importantes. C'est très difficile. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu, comment on dit en anglais, commoditized. Et ils n'arrivent pas à se détacher l'un de l'autre du point de vue service, du point de vue prestation. Et ça, je crois que c'est leur grande erreur. Alors, ils font la course au plus bas, quoi. Oui, c'est un petit peu ça, effectivement. Est-ce qu'il faut justement être sur une niche, comme vous, pour réussir? Je ne me permets pas de dire ce qu'ils devraient faire, mais selon moi, oui. Selon moi, il faut choisir quelque chose, il faut devenir très bon à ça, et puis le reste, que ça vienne. Alors racontez-nous un petit peu, votre aventure à vous, ça a commencé il y a une dizaine d'années. Écoutez, 2 pilotes donc, vous et votre associé. C'est Eric Zipkin, un Français, qui est né aux États-Unis. On a décidé de se lancer dans ça par un coup de tête plus que d'autres. Parce que vous étiez à la base quand même pilote. On était pilote, mais on était pilote par plaisir. Et on a toujours voulu tenter cette aventure. On l'a fait, on a commencé avec une route New York-Nantucket. Ça a explosé d'un jour à l'autre. Notre croissance a été une destination l'équivalent de l'île de Ré française, avec même, je dirais, même en plus haut de gamme. Parce que les maisons sont nettement plus chères. Donc c'est essentiellement un club d'habitués. C'est une île extrêmement dur d'accès, avec un temps qui est d'ailleurs très mauvais, généralement il y a beaucoup de brume. Et on a commencé avec un avion de pilote. Nous, on prenait les réservations le soir, on faisait les comptes, on nettoyait les avions, on était là avec la machine à... Pourquoi cette liaison? Parce que vous avez senti, bon là on touche tout de suite à la clientèle un petit peu plus Parce que c'est ce qu'on savait. Ouais. Parce que c'est ce qu'on savait, parce que j'avais beaucoup d'amis qui avaient des maisons là-bas, parce qu'on a trouvé que c'était un créneau que personne d'autre n'exploitait, et que c'est nous qui avons créé le créneau, au fait. Et donc on a lancé cette desserte. Et ça a marché très rapidement parce que je connaissais plus ou moins beaucoup de monde, tout le monde exact sur l'île, un peu comme Saint-Barth, un peu comme The Vineyard. Ça marche pas mal au bouche-à-oreille, j'imagine également. Tout le bouche-à-oreille. Notre clientèle ne vient que du bouche-à-oreille et on a eu beaucoup de concurrents qui ont voulu se lancer dans qui ont voulu lancer cette desserte. Plus ou moins, il n'y en a pas un qui a réussi. Parce qu'on avait la loyauté de nos clients. Alors, et parce qu'on faisait les choses comme ils faisaient. Et ensuite, vous vous êtes développé? On s'est développé, on est allé sur destination. On a fait Saint-Barth parce qu'on pensait que Saint-Barth c'était une destination. Nos clients nous l'ont demandé au fait. J'allais à Saint-Barth depuis très très longtemps, depuis 30 et quelques années. Je connaissais très bien l'île, j'avais un bon carnet d'adresses. On a lancé cette aventure. En 2004-2005, nous avons fait 2 vols. Cette année, nous serons environ à 3000 vols sur 8 mois. D'accord. Donc ça a grandi exponentiellement et surtout on a une clientèle qui nous est absolument loyale. Alors j'imagine que le chiffre d'affaires suit également? Il suit, tout suit.
Mais nous, encore une fois, on a trouvé un créneau. Le passage les Américains normalement passaient par Saint-Martin. Ouais. Saint-Martin est un aéroport qui, disons, a des problèmes et les compagnies locales ne sont pas vraiment à la hauteur du client. Ils n'ont pas grandi avec leurs clients, disons. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit on va passer par San Juan, éviter les problèmes de double immigration, etc. Et donc on passe par San Juan. Après, on a lancé la desserte Saint-Thomas. Et ça, vous êtes les premiers à le faire? On a été vraiment les premiers à le faire. En ligne directe, oui. En ligne régulière, oui. Et puis, on vient de lancer la desserte Antigua pour faire venir des gens sur l'île. Donc aujourd'hui, les Anglais et les gens de Londres peuvent venir à Saint-Barth avec des vies. Nous sommes les premiers à faire la desserte aussi. Et puis, on espère que ça va marcher pour Antigua. On voit déjà le planning, je l'ai vu ce matin, de plus en plus, ça se remplit. Donc c'est bien. On a des bons systèmes de distribution globale à travers tous les agents de voyage à travers le monde. On a fait des voyages de familiarisation à Londres. Je crois que ça va marcher. Ça marche déjà. Bah ça marche déjà, effectivement. Si on regarde un petit peu, vous êtes sur un chiffre d'affaires de combien? Entre les deux boîtes, on doit faire entre 25 et 30 millions. D'accord, oui, effectivement. Donc ça marche effectivement bien. Parce que c'est pas non plus, c'est pas seulement des liaisons, ce sont pas seulement des liaisons, c'est un service également que vous offrez. On fait aussi, exact. On prend les gens par la main déjà. Ils sont tenus par la main depuis le moment qu'ils rentrent à l'avion, depuis le moment qu'ils sortent. Mais aussi, nous avons des vols à la demande partout dans le monde. Donc nous avons des gros avions qui vont, des affaires, qui vont par exemple, là par exemple à Noël, on a un voyage à Ushuaia. Ouais. Cette année, je viens de rentrer du Japon. J'ai fait à Beijing il n'y a pas très longtemps. C'est un client qui dit j'ai envie d'aller à Beijing pour 3 jours, est-ce que tu peux m'amener? Mais c'est ce qu'on fait. Vous pilotez les avions? Aussi, je suis pilote. Oui. Ouais, donc je viens de faire d'ailleurs le Beijing et je viens de faire un Japon-Hambourg. Et puis là, j'ai quitté Hambourg, je suis revenu à la maison avec un avion de ligne et l'avion a continué, quoi. Alors, si on regarde un petit peu au niveau de la clientèle, vous êtes basé ici aux États-Unis. Nous sommes américains. Si on regarde un petit peu la clientèle, c'est quoi exactement? Les Américains, des étrangers, des Français? Vous avez beaucoup de Français? De tout, oui. Ouais. Par le fait qu'on est francophone, oui, parce que moi je ne suis pas français, je suis au fait américain. Donc par le fait qu'on est francophone, en effet, on a beaucoup de Français. Mes enfants sont au lycée, je suis moi-même issu du lycée français de New York. Ouais. Ça produit quand même une petite relation, j'imagine. Ça aide, exactement. Disons que je suis peut-être américain, mais je parle raisonnablement bien le français. Et puis, donc, on a une clientèle surtout dans la finance new-yorkaise. Ouais. Beaucoup de private equity funds, beaucoup de hedge funds, beaucoup de banquiers. Ouais. Et ça, est-ce que si on regarde un petit peu, c'est un secteur qui a quand même été pas mal ébranlé, on va dire, effectivement, et qui se rétrécit, qui se réduit, si on regarde un petit peu ce qui se passe du côté de Wall Street, avec des bonus qui sont en baisse. Est-ce que ça vous a impacté ou pas? Vous avez senti un peu? C'est pas tellement qu'on a senti il n'y a pas vraiment eu une baisse de chiffre d'affaires. On a vu comment est-ce que les gens voyageaient. Il y a une différence. Par exemple, surtout en 2008-2009, le propriétaire d'un hedge fund ou d'un private equity fund ne voulait plus voyager pour affaires. Il allait surtout voyager avec sa famille. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose personne ne peut personne ne peut le fauter. Parce que on peut pas dire, les employés ne peuvent pas dire, écoute, tu nous demandes de serrer la ceinture, mais toi tu pars à Londres avec un jet privé. Par contre, ce qu'il fait avec sa famille, personne ne peut le fauter. Donc ça a changé. Mais c'est un marché qui est constamment en évolution, et si on ne le suit pas, on le perd. Il faut avoir la main et le doigté du client, et ça c'est extrêmement important. Nous, on a le grand avantage que la plupart de nos clients, on les connaît personnellement, ayant fait un peu les grandes écoles américaines, et donc on avait C'est comme ça que vous entretenez un petit peu vos relations avec les clients? Je dirais que nos clients sont d'abord amis après clients, et quand ils commencent à être clients, ils deviennent très rapidement amis. Bah, vous avez beaucoup d'amis alors? Écoutez, j'ai un ami qui m'a dit ça très intelligemment. Il m'a dit, écoute David, je viens de me rendre compte, tu n'as pas une société d'aviation, tu as un club. C'est un club privé et il s'avère que le service que tu offres, c'est l'aviation. Mais tu t'occupes de nous pour tout. Si tu as besoin de quelque chose, on te demande et tu le fais. Et ça fait partie de notre réseau. Quelqu'un a besoin de... Ça peut être n'importe quoi, une réservation dans un restaurant, on peut appeler quelqu'un. Une réservation... un rendez-vous chez un médecin qui n'arrive pas à voir. Une sorte de concierge qui s'occupe d'un petit peu de tout. Essentiellement. C'est pas comme ça c'est pas pour ça qu'on a débuté, mais c'est comme ça que ça a fini, quoi. Et donc 90%, je crois, on en parlait un petit peu avant, de votre clientèle, ce sont des habitués. Oui, je dirais que, pas nécessairement à Saint-Barth, mais à Nantucket, je dirais que 80-90% des billets sont vendus 8 mois en avance. Ah oui, quand même. En octobre, nous avons déjà fini de vendre les billets pour l'année prochaine. Et puis on laisse 10%. Pourquoi avec autant d'avance? Parce que c'est des gens qui veulent déjà booker leur vol. Ouais. Et les 10-20%... C'est moins cher? Non, même pas particulièrement, non. Parce qu'ils sont sûrs parce qu'ils sont sûrs d'y aller. D'avoir une place avec vous. En fait, ils achètent des books, ce qu'on appelle, de 10 allers-retours. Ouais. Et ça les aide à déjà planifier leur année. Allez, dites-nous, un book comme ça de 10 allers-retours, c'est combien? C'est pas donné. Disons qu'un book, disons que c'est environ $1 500 à $1 700 l'aller-retour pour Nantucket. Ouais. Donc c'est vraiment une prestation de très haut de gamme, quoi. Ouais. Mais bon,
C'est les gens ça sont vaut le là, coup. ils Les gens payent, sont donc là, il ils n'y viennent. a pas de raison. Oui, et disons que le 10-20%, ce sera des invités, ou alors ce sera des gens qui vont aller ponctuellement à Nantucket pour le week-end. Donc on laisse quand même de la place pour eux aussi puissent être servis. Et donc si on regarde un petit peu vos projets, comment voyez-vous en 2013? Est-ce que Écoutez, la nouvelle desserte d'Antigua va nous en dire beaucoup. On s'agrandit dans les Caraïbes, parce qu'il y a un vrai manque de bonnes sociétés dans les Caraïbes. Donc on s'agrandit vraiment dans les Caraïbes. Les hôteliers et les grosses sociétés nous demandent d'ajouter des vols. Donc nous sommes en tractation pour d'autres choses. Éventuellement peut-être une expansion en Europe. Mais pour le moment, il y a beaucoup à faire ici. On a d'ailleurs des petits plans pour l'Europe. Ça dépend de quoi? De certaines choses politiques, mais aussi... mais c'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Je crois qu'il y a surtout il y a une clientèle qui demande à être bien servie. Donc des projets qui sont plutôt alléchants, j'ai envie de dire. Écoutez, vous ne connaissez pas du tout la crise alors? Bien sûr qu'on connaît la crise, mais on la connaît moins que les autres. C'est pas qu'on la connaît nécessairement, c'est qu'on reste très vigilant qu'elle peut arriver demain. On est, après tout, on n'est pas à l'abri de rien en fait. Parce que si on regarde un petit peu, on en discutait avec nos précédents invités, Elsa Berry, mais également Jean-Claude Greffin, il y a forcément ce thème de la falaise fiscale, tout le monde en parle, ça fait partie du quotidien, il n'y a pas une journée sans des annonces en provenance de Washington. Ça, est-ce que vous en entendez parler de la part de vos clients? Est-ce que peut-être que ça fait vraiment partie? Parce que justement, on en parlait avec Jean-Bernard Cadier, les professionnels de la finance, les grands banquiers, se sont manifestés récemment pour dire attention, il y a un impact déjà qui se sent. Absolument. Et ça va durer jusqu'en 2014 selon les propos du PDG de Bank of America. Ça, vous le sentez? On le sent, mais disons qu'on se recrée tous les jours, nous. Donc on essaie de lutter contre ça en améliorant nos services, en disant, nos pilotes sont nos ambassadeurs, en leur disant écoutez, vous êtes là pour le service, faire ça c'est facile, vous êtes là. Vous êtes embauché pour faire plus que ça. Donc vous êtes là pour traiter bien le client, pour que tout se déroule très bien. Heureusement, ça marche. Nos clients nous suivent. Alors peut-être qu'ils ne vont pas voyager 15 fois par an, mais ils vont voyager 10 fois par an. Mais au moins les 10 fois, ce sera chez nous. Au moins, ce sera chez nous. Voilà, comme ça marche. Déjà, on ressent le besoin de se recréer, de se renouveler tous les jours et de tous les jours se dire qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. On ne se repose jamais sur nos lauriers, en fait. Mais vous avez bien raison, ça marche, manifestement. Écoutez, apparemment, oui. Pour le moment, du moins, oui. D'avid Zahra, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Tradewind Aviation. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour parler de la start-up.